chaîne YouTube de Contrepoint, le journal libéral de référence en France. Aujourd'hui, on a le plaisir d'être en présence de Philippe Nemo. Philippe Nemo, bonjour. Vous êtes philosophe, directeur de l'école professorale de Paris et auteur d'une vingtaine d'ouvrages, notamment sur l'éducation. Vous venez de publier L'éducation nationale, origine, apogée et déclin d'une idée. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire rapidement, est-ce que l'éducation nationale remplit sa mission selon vous, aujourd'hui? Mais non, elle est en ruine aujourd'hui. Mais elle ne l'a pas toujours été, donc c'est pour ça qu'il est intéressant de se pencher sur l'histoire. En fait, je suis pas sociologue de l'éducation, j'ai aucune raison de m'intéresser spécialement à l'éducation, mais je suis professeur. Et j'ai été dans les jurys d'HEC et de l'ESCP pendant plus de 30 ans, où je m'occupais des épreuves littéraires, et avec mes collègues, on constatait d'année en année un effondrement du niveau. Et pas seulement chez des malheureux qui avaient fait des études dans des lycées de banlieue défavorisés, comme on dit, mais chez des étudiants de très bon chic, bon genre, d'ailleurs très intelligents, très gentils, mais qui n'avaient visiblement rien appris, ni dans le primaire, ni dans le secondaire. Donc, alors, vous me direz que dans tous les concours, il y a des perles, bon. Mais là, c'était quand même d'un tel niveau de baisse, et surtout continue d'année en année, que j'étais obligé de m'intéresser à ce qui se passait dans l'éducation nationale. C'est pour ça que j'ai écrit plusieurs livres, dont ce dernier qui met l'accent sur l'aspect historique. Voilà, exactement. C'est la question que j'allais vous poser. Quel était votre objectif derrière cet ouvrage en particulier? Parce que l'année dernière, vous en avez déjà publié un autre. Oui, mais si vous voulez, chaque fois, enfin, quand on analyse comme ça les performances d'une institution, on regarde ce qu'elle fait, ce qu'elle réussit, et puis on se demande quelles sont les solutions. Mais très souvent, on oublie que les solutions on les trouve très souvent dans le passé, dans l'histoire. Et en particulier, vous avez, pour tous les Français, l'éducation nationale, c'est comme l'air qu'on respire, ça a toujours existé, c'est tout à fait singulier, bizarre de vouloir s'en passer. Comme si ça avait toujours existé. Oui, voilà, comme si c'était acquis. Mais en réalité, c'est récent, et dans la forme actuelle, c'est très récent. Ça date de la loi Jospin de 1989. Donc, alors il y avait déjà plein de choses avant, hein, mais disons, l'effondrement a commencé à ce moment-là. Donc voilà ce qu'on apprend en étudiant l'histoire. Alors très bien, donc le concept de l'éducation nationale en soi est extrêmement récent, comme vous dites. Pouvez-vous nous expliquer à quoi ressemblait l'école autrefois? Alors quand je dis autrefois, disons avant la Révolution française, et quel était en particulier le rôle de l'Église, peut-être? Eh bien, il était central. Si vous voulez, toute école, d'ailleurs dans toute société, toute forme d'éducation dans toute société, consiste à faire passer aux nouvelles générations ce que les anciennes générations croient avoir acquis. Et elles croient avoir acquis en général des principes, des valeurs. Et elle croit à certaines choses qui sont vraies, d'autres qui sont bien et d'autres qui sont belles. Et donc l'école, enfin, quand l'éducation est formalisée sous forme d'une institution qui est l'école, elle doit être faite, cette école, par des gens qui savent ce qu'est le beau, le vrai et le bien. Voilà. Alors, ça ne peut pas être l'État. Alors là j'ai fait des analyses précises. L'État, ce sont des hommes d'action qui sont toujours soumis à des contraintes, à des urgences. Ils doivent aussi susciter un consensus. Et si vous avez des idées trop précises, vous plaisez à certains et vous déplaisez à d'autres. Donc tous les hommes d'État ont tendance à être flous dans la pensée pour pouvoir réunir les énergies, si vous voulez. Donc ils sont mal placés pour déterminer le vrai, le beau, le bien. Et il se trouve que dans l'histoire de notre civilisation, l'Église, à tort ou à raison, ayant reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte, comme on sait, a cru, non seulement qu'elle savait ce qu'est le vrai, le beau, le bien, mais ce qui est sans doute vrai, mais ce qui est plus discutable, qu'elle était la seule à le savoir. Donc en fait, elle a, pendant 1500 ans d'école, disons 1500 ans, depuis la fin de l'Empire romain, l'Empire romain lui-même était devenu chrétien, donc c'était déjà vrai sous la fin de l'Empire romain, elle a laissé les puissances temporelles gérer le temporel de l'école, c'est-à-dire les finances, les locaux, la discipline. Les étudiants parisiens au Moyen-Âge étaient très indisciplinés, c'était même assez brutaux. et il fallait que la maréchaussée s'occupe d'eux. Donc tout ça a été laissé au roi,
aux seigneurs féodaux, parfois aux seigneurs ecclésiastiques, mais en tout cas, dans la partie temporelle. En revanche, ceux qu'on enseignait, c'est-à-dire à lire, écrire, compter, et puis le fameux trivium et le quadrivium, les lettres et les sciences, et puis pour les facultés supérieures, le droit, la théologie, la médecine, tout ceci était laissé à l'Église, directement ou indirectement. Alors directement, très souvent, parce que c'était des ecclésiastiques qui enseignaient, mais les universités du Moyen-Âge étaient elles-mêmes des institutions cléricales. Et puis, à partir du temps moderne, enfin, à partir de la fin du Moyen-Âge, elles sont apparues des congrégations enseignantes, hein, comme les jésuites, les oratoriens et d'autres, et qui étaient aussi cléricales. Donc, jusqu'à la Révolution française, il était absolument évident que toute école devait être contrôlée directement ou indirectement par l'Église. Alors justement, vous venez de revenir sur ces deux concepts pour nos auditeurs. Vous distinguez donc le pouvoir temporel et spirituel. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces deux concepts et en quoi cette séparation est importante selon vous en matière d'éducation? Alors d'une manière générale, quand vous avez deux pouvoirs, chacun limite l'autre et aucun ne peut devenir total. Mais dans une société, il faut toujours distinguer un pouvoir spirituel et un pouvoir temporel, parce que sinon le pouvoir temporel n'est critiqué par rien. Hein. On peut juger que le pouvoir temporel agit bien ou mal, alors on dirait que les conséquences de ce jugement sont différentes selon qu'un régime autoritaire ou une démocratie. Mais dans tous les cas, la société juge, hein, et elle juge à partir de critères permanents. Et ces critères permanents, elle doit les avoir acquis, bien sûr aussi par expérience, par sagesse populaire, mais très largement par l'éducation. Donc pouvoir temporel, pouvoir spirituel, ça veut dire le pouvoir de l'esprit, et l'esprit, c'est ce qui détermine ce qui est vrai, ce qui est beau, ce qui est bien, par différence avec d'autres options. Hein. Donc c'est un jugement qui relève de l'esprit. D'ailleurs, le vrai, le beau, le bien sont des idéaux de l'esprit, hein, probablement universels, bien qu'évidemment les Chinois ne le voient pas tout à fait de la même façon que nous, mais eux aussi cherchent le vrai, le beau, le bien, si vous voulez. Donc l'école doit être séparée des pouvoirs temporels pour cette raison. Alors, quelles conséquences il y a à ce que les deux pouvoirs soient confondus? Eh bien, c'est que la société n'est plus du tout contrôlée, enfin l'État n'est plus du tout contrôlé, ou le parti dominant pour les pays totalitaires n'est plus du tout contrôlé, et on l'a vu dans l'histoire, c'est-à-dire que les communistes ne séparaient pas le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, les deux étaient détenus par le parti, et les nazis aussi. Hein. Et du coup, c'était très important parce que ces partis totalitaires étaient des partis révolutionnaires qui voulaient entièrement changer la société, et ils avaient très bien compris qu'en prenant la jeunesse, ils rendaient possible l'émergence d'une société entièrement nouvelle. Et ça, c'est très important, parce que la jeunesse, comme l'a très bien montré Hannah Arendt, dans des pages remarquables, hein, si vous voulez, chaque enfant qui naît n'est pas un début. C'est le début de sa vie à lui, mais il prend le train en marche, en quelque sorte. L'humanité a commencé depuis longtemps. Hein. Donc, il ne devient... le bébé lui-même, si vous voulez, il peut devenir homme des cavernes, ou homme civilisé, ou barbare, ou Hitler ou Staline, si vous voulez. Hein. Donc, c'est faux de dire qu'on peut recommencer le monde à chaque génération. Chaque génération doit au contraire essayer de monter dans le train qui est déjà en marche, et ce qui l'aide à faire ce pas, c'est l'éducation, et en particulier dans l'éducation de l'école. Voilà. Alors le pouvoir spirituel, du coup, il résulte de toutes ces doctrines, de toutes ces pensées, de toutes ces expériences qui ont été faites pendant des siècles, et qui sont en général conservées dans des institutions comme l'Église. Alors, depuis les temps modernes, il n'y a pas que l'Église. Hein. Le pouvoir spirituel, par exemple, à la fin du XVIIe siècle, vous aviez la querelle des anciens et des modernes, vous aviez la République des lettres, pour parler comme Pierre Bell, hein, et la République des lettres déjà donnait des indications sur le plan spirituel. Et puis au XVIIIe siècle, vous avez eu les fameux philosophes, hein, et puis plus tard la communauté scientifique, et puis après l'affaire de Fils, les intellectuels. Hein. Donc il y a plusieurs modalités de pouvoir spirituel. Mais en tout cas, il ne doit jamais être confondu avec le pouvoir de l'État, parce que sinon, l'État s'en sert à son gré. Il n'y a rien que l'État puisse s'empêcher de faire, puisque pour que ce soit admis, il suffit qu'il décrète que c'est bien. Et voilà comment on arrive à la ferme des animaux d'Orwell.
Et alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais vous avez des institutions prestigieuses qui ont été créées par les rois, le Collège royal, l'Académie française, l'Académie des sciences, il y a de grandes écoles d'ingénieurs. Et au final, on peut dire que ces institutions-là sont le fruit d'une initiative centralisée, étatique. Donc on pourrait vous rétorquer peut-être que ce n'est pas forcément un problème que l'État sent, mais que répondrez-vous à cela? Mais je répondrai que c'est un petit peu la faute de l'Église, si vous voulez, par son dogmatisme bien compréhensible, puisque l'Église prétend, enfin les Églises ensuite, prétendent conserver une révélation. Donc il ne s'agit pas d'innover à 100%. Hein. Donc elles sont conservatrices, mais ce conservatisme peut aller jusqu'au dogmatisme. Et au temps moderne, à partir du moment où sont arrivés, alors vous parlez du collège royal, le futur collège de France, créé par François Ier, l'Église ne s'intéresse, enfin, ni les congrégations enseignantes, ni les vieilles universités ecclésiastiques ne s'intéressaient suffisamment à ce qui avait été découvert par l'humanisme, c'est-à-dire les lettres antiques qui supposaient qu'on étudie l'hébreu, le grec, le syriaque, que sais-je, des langues qui n'étaient pas normalement enseignées dans le cursus des universités du Moyen-Âge. C'est des sujets que l'Église avait complètement délaissés ou avait mis... Enfin, pas suffisamment développés, oui. D'accord. Et ensuite, au XVIIe et au XVIIIe siècle, sont apparues les sciences modernes, hein, Descartes, Galilée, Newton et compagnie, Lavoisier pour la chimie et tout. Et aussi, il y avait des grands voyages de découverte, on allait mesurer le méridien de la planète Terre avec Condamine qui traversait, c'est un voyage qui me fascine particulièrement, qui traversait l'Amazonie, si vous voulez. Hein. Tout ça a été financé par le roi, hein, parce que l'Église s'y intéressait pas, et que, évidemment, ça ne pouvait pas non plus être le fruit de pures initiatives privées. Ça, c'est très important. Si vous voulez, en matière d'éducation, c'est une chose sur laquelle j'ai bien réfléchi, on pourrait dire, étant donné le dogmatisme crypto-communiste de l'éducation nationale, envoyons tout ça balader et privatisons l'école. Hein. Mais ceci, parce que par le fait même, l'école deviendra plurielle et critique. Hein. Mais ceci n'a jamais été fait dans l'histoire, et il doit bien. Alors, sauf exception, vous avez les fameux sophistes au temps de Socrate, hein, qui étaient des professeurs libéraux, hein, qui faisaient payer leurs leçons, d'ailleurs très cher, hein, mais qui du coup devaient accepter des élèves même nuls pourvu qu'ils aient de l'argent. Hein, c'était un problème. Ce qui fait que Platon, quand il a élève de Socrate, comme vous savez, quand il a créé la première université, on peut dire en Occident, on peut l'appeler comme ça, l'Académie, hein, avait pu écrire sur le fronton de cette école, d'après ce qu'on sait, que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Ce qui veut dire que nul ne rentre dans cet établissement d'enseignement supérieur s'il n'a pas le bac, avec mention en quelque sorte. Hein. Et Platon pouvait se permettre de prendre des gens ayant le niveau du bac, je plaisante dans les termes, et de refuser des gens riches parce qu'il avait des ressources par ailleurs. Et ces ressources, on le sait, lui étaient fournies par Dion de Sicile, le beau-père ou l'oncle, je ne me souviens plus, du tyran de Syracuse, qui était lui-même un homme richissime, comme beaucoup de tyrans. Et cet argent pouvait servir à Platon à proposer hors marché un enseignement. Et pareil pour Aristote, qui probablement a été financé par le roi de Macédoine, ce que les Athéniens lui ont reproché par ailleurs pour d'autres raisons. Mais après ça, l'école étant devenue une affaire d'église, l'église elle aussi fonctionne hors marché. Hein. Elle a, ou bien elle lève l'impôt ecclésiastique, ou bien elle reçoit des legs, des dons. Hein. Et comme ça, elle peut donner un service à la jeunesse sans faire payer ce service à la jeunesse. Alors la jeunesse rendra ce qu'elle a reçu sous forme de dons et de legs, hein, pour la génération suivante. Mais si vous voulez, l'éducation a échappé très largement dans le marché, dans l'histoire, à la logique pure de marché. Et il y a une raison, alors je veux juste développer ça, parce qu'il doit y avoir des libéraux qui nous écoutent. Hein. Vous avez... il faut distinguer dans tous les biens et services qui se produisent dans la société, ceux qui peuvent être purement marchands parce que leur usage se limite à la personne qui les achète. Hein. Mais l'éducation est un bien qui produit ce que les économistes appellent des externalités, c'est-à-dire que quand vous instruisez un enfant,
vous ne rendez pas service seulement à cet enfant et à sa famille, mais vous rendez service aux gens avec qui il vivra plus tard. Donc vous rendez service à la société avec qui il vivra. Et il y a cela, donc c'est toute une logique qu'il faut bien comprendre. C'est mon intérêt que vous soyez instruite. Parce que si je vous croise sur la route à 100 km/h et que vous arrivez en face, je suis quand même content de savoir que la personne qui arrive en face sait lire les panneaux routiers, c'est lire et écrire. Et donc je fonce tranquillement, si vous voulez. Et sinon je ne serais pas tranquille, j'arrêterais tout de suite. Pour savoir. Donc c'est l'intérêt de chacun que tous soient éduqués. Et comme certains n'ont pas les ressources pour s'éduquer eux-mêmes, il est légitime que ce soit financé par la collectivité. Et donc c'est un impôt que j'accepte de payer parce qu'il sert à instruire des gens, et du coup, moi-même, je vivrai mieux si ces gens sont instruits. Donc c'est un impôt légitime. Alors du moins, tout ça a été expliqué admirablement par Hayek dans le dernier chapitre de ce très grand livre qui s'appelle « La Constitution de la liberté ». Du moins, c'est valable pour l'éducation générale de base. Ce n'est pas valable pour l'éducation professionnelle. Parce que si je fais un diplôme d'architecte, j'aurai un retour sur investissement parce que je m'installerai sur le marché comme architecte et je pourrai vendre mes services grâce au fait que j'aurai acquis la formation et donc donnant. Et de la même façon, ce n'est pas valable pour l'éducation générale supérieure, c'est-à-dire les universités, si vous voulez. Pourquoi? Parce que tout le monde n'est pas capable de suivre des études supérieures avec profit. Et donc, il n'est légitime que la collectivité paye pour la haute éducation que si ça profite à des gens capables de la suivre. Donc ça suppose un système de concours, d'examen, mais de bourses sur critères intellectuels. C'est ce qui fait qu'on ne peut pas dire qu'il faille que l'éducation supérieure soit gratuite pour tous. Mais l'éducation générale de base, alors au XIXe siècle c'était le primaire, très vite au XXe siècle c'est devenu aussi le secondaire, du moins jusqu'à 16 ans, enfin jusqu'à la fin de ce qu'on appelle aujourd'hui le collège. Il est apparu qu'il était d'intérêt général que tout le monde reçoive cette éducation secondaire, jusqu'au collège. Les savoirs fondamentaux. Voilà, les savoirs fondamentaux. Et c'est un peu plus que ça, puisque les savoirs fondamentaux, c'était l'école primaire qui faisait très bien au XIXe siècle. Mais là, c'est un peu plus que ça, c'est des langues, c'est des connaissances historiques. Bon. Mais du coup, si l'éducation peut être gratuite pour tous parce qu'elle est financée par la collectivité, en résulte-t-il qu'elle doit être faite par l'État? C'est là toute la question. Et là, peut-être que vous m'interrogez ensuite là-dessus, mais en tout cas, je pense qu'on peut et qu'on doit découpler en matière d'éducation le problème du financement et le problème de la prestation. Il peut très bien se faire que le financement soit collectif, donc que l'école de base soit gratuite pour tous, mais ça n'oblige absolument pas à ce que la prestation soit faite par un corps de fonctionnaires monopolistiques. Elle peut très bien être faite par des prestataires privés sous certaines conditions, mais ça existe dans tous les pays du monde, et même en France d'ailleurs de cette façon, puisque en France on a bien un enseignement privé sous contrat, dont c'est le principe. Vous avez une éducation générale qui est donnée par des prestataires privés, mais ils sont trop contraints, puisqu'ils doivent suivre à la lettre non seulement les programmes, mais même les méthodes de l'éducation nationale. Mais le principe existe déjà en France. Et il existe encore plus dans beaucoup de pays étrangers, les écoles indépendantes suédoises, les charter schools anglaises ou américaines, ou les écoles indépendantes aussi au Portugal. Et c'est ce que j'ai voulu développer. Mais alors, si on considère qu'un financement de l'éducation par l'État est légitime, on pourrait très bien en arriver à la conclusion que l'État exigerait à son tour un droit de regard sur les programmes, avec potentiellement les dérives que l'on connaît actuellement. Alors, très bonne question, et je vous remercie de me la poser, parce qu'en effet, je ne préconise nullement un désintérêt total de l'État à l'égard des programmes. Mais il ne peut contrôler que ce qui est de sa responsabilité. Et il a pour seule responsabilité l'ordre public. Donc, il doit contrôler la formation civique des citoyens. Il ne faut pas qu'on puisse enseigner dans les écoles des doctrines, genre la charia musulmane ou je ne sais quelle autre doctrine, qui dirait aux jeunes de ne pas respecter l'état de droit, si vous voulez. Mais par contre, il est incompétent pour les questions morales, il est incompétent pour les questions scientifiques, il est incompétent pour les questions esthétiques.
le vrai, le beau, le bien. Si vous voulez. Vous avez, l'école transmet le vrai, le beau, le bien, et dans le bien, on peut distinguer une petite zone qui est le bien civique. Alors là, l'État en est responsable. Donc s'il y a des écoles libres, comme je le préconise, des écoles libres sous contrat, hein, des charter schools, des écoles à charte, hein, il faut que leur charte prévoit bien un certain type d'éducation civique. Mais qu'elle prévoit aussi, comme la chose scandaleuse qui est mise en place cette année, l'éducation affective, relationnelle et sexuelle auprès d'enfants de 4 ans. 4 ans. C'est absolument scandaleux. Alors là, pour le coup, c'est un pouvoir spirituel, sauf qu'on ne peut pas appeler ça une œuvre de l'esprit, mais c'est la détermination. Enfin, vous avez des gens qui ont le pouvoir d'imposer leur conception du bien, et leur conception du bien, c'est la sexualité précoce, et c'est les valeurs LGBT, c'est l'absence de mariage, c'est la destruction de la famille, c'est tout ce que vous voulez. Et ils sont en position de l'imposer à toute la population, qui n'en peut mais. Hein. Mais du coup, j'ai oublié votre question. Est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que l'État exige un droit de regard si on légitime son... Je vous ai répondu. Et par contre, alors si vous voulez, il faut revenir un petit peu à l'histoire, parce que vous avez donc, dès la fin du XVIIIe siècle, à cause de ce désintérêt visible de l'Église pour les savoirs nouveaux, hein, vous avez eu des hommes des Lumières, et même avant, hein, si vous voulez, les petites écoles de Port-Royal, où est venu Pascal, hein, où a été élève Racine, hein, déjà, c'était un pouvoir spirituel un petit peu décalé par rapport à l'Église officielle, c'était les jansénistes. Hein. Mais encore plus, et j'ai fait allusion tout à l'heure à la querelle des anciens et des modernes à la fin du XVIIe siècle, mais c'est surtout au XVIIIe, avec le développement des sciences modernes, qu'est apparue cette inadéquation de l'école ecclésiastique par rapport au savoir nouveau. Et là, vous avez eu un épisode important qui est l'expulsion des jésuites en 1764. Je dis 1764 parce que ça s'est produit c'est un processus qui a duré plusieurs années. Donc dans les livres, vous trouvez plusieurs dates, 1764, 1761, 1767, quoi. Disons 64. Okay. Et à ce moment-là, comme les jésuites tenaient la moitié des collèges en France, il a fallu remplacer au pied levé les professeurs, puisque les jésuites étaient chassés. Hein. Donc il y a eu un regain d'intérêt pour l'éducation. Et à ce moment-là, vous avez des gens donc, que je cite dans le livre, comme Lachaloté, excellent homme, hein, qui a fait un programme, c'est assez amusant, parce qu'il a fait le programme en gros de ce que moi j'ai appris au lycée dans les années 1950, comme quoi les intellectuels doivent prendre patience, parce que parfois leurs bonnes idées mettent un siècle et demi à se réaliser. Et ce monsieur Lachaloté a fait tout un programme dans lequel l'éducation prenant que dans l'éducation, une plus grande part soit faite aux mathématiques, à la géographie, à l'histoire, y compris à l'histoire moderne, que ce qui était fait dans les collèges. Mais sur le plan institutionnel, les gens du XVIIIe siècle n'ont jamais prôné l'éducation nationale. Et ils demandaient au roi, gentiment, de bien vouloir faire une commission qui déterminerait quels sont les bons livres. Et à ce moment-là, les bons livres, pour chaque matière et pour chaque niveau, eh bien, serviraient de base à la formation des professeurs, mais les professeurs seraient privés, comme dans le passé. Et puis c'est la Révolution qui a tout changé, si vous voulez qu'on en parle. J'allais y venir. Alors, dans votre livre, vous distinguez les fondateurs de l'école républicaine de 1789 d'une part, et les révolutionnaires de 1793 d'autre part. Oui. Pourquoi et quel est le changement de paradigme concernant l'éducation ? Ce sont deux inspirations intellectuelles complètement différentes et même diamétralement opposées. C'est un peu le drame de la France, parce que cette opposition existe encore aujourd'hui. Vous voyez bien que M. Mélenchon ne pense pas de la même manière que M. Ciotti ou que... C'est bien qu'on puisse dire. C'est assez impressionnant de voir la permanence. Et les Jacobins ont souhaité faire une éducation nationale. Alors, ils ont employé le terme qui était déjà employé par Lachaloté, mais il entendait par là ce qu'il entendait par là, c'était très précis. C'était qu'au XVIIIe siècle, la France commençait à être battue par l'Angleterre, sur tous les plans. Hein, d'abord sur le plan économique, et puis ensuite sur le plan militaire, parce qu'elle a perdu le Canada, l'Inde et compagnie. Alors, Lachaloté était soucieux de ce que l'enseignement ecclésiastique fût trop universel. Le catholicisme est un universalisme.
Alors, si c'est un enseignement universel, il n'encourage pas beaucoup les petits Français à se battre contre l'Angleterre. Donc il voulait qu'il y ait une éducation nationale au sens privilégiant la France, hein, enfin préparant les jeunes Français à ce que la France tienne son rang parmi les nations européennes qui commençaient à ce moment-là à se faire des guerres épouvantables qui ont duré jusqu'à la fin du XXe siècle. Ils ne sous-entendaient pas du tout un monopole de l'État, c'était pas... Non. Rien à voir avec l'éducation nationale. Non, parce que eux, ils voulaient, je vous l'ai dit, il a fait un programme d'études. Et il ne demandait pas à l'État d'organiser une institution. Petite parenthèse, c'est quand même à la suite de l'expulsion des Jésuites que le roi a créé l'agrégation, le fameux concours d'agrégation. Mais parce qu'il fallait remplacer les jésuites, les professeurs jésuites qu'on avait chassés. Mais agrégation, donc il a organisé un concours avec de l'argent public, hein, recrutant des jeunes maîtres. Mais agrégé voulait précisément dire assistant, et non pas membre titulaire. Hein. Et ces professeurs engagés par l'État ne deviendraient titulaires que lorsqu'ils seraient engagés par les universités, qui étaient distinctes de l'État. Donc l'éducation nationale, au sens du mot employé par Lachaloté, ça voulait dire une meilleure éducation et qui soit tournée vers le nationalisme, si vous voulez, un certain nationalisme. Ouais. Alors, ce qui est nouveau avec les Jacobins, qui emploient le terme d'éducation nationale, c'est que eux, ils veulent changer le peuple. Ce sont des fanatiques au sens propre du terme. Ils veulent un homme nouveau. Oui, parce que c'est une hérésie judéo-chrétienne, comme ensuite le marxisme, ça c'est mon analyse. Hein. Le jacobinisme et le marxisme ont l'ambition de créer une société entièrement nouvelle, exactement comme le christianisme appelle à un monde nouveau. Hein. Vous voyez l'Apocalypse. Hein. Seulement, le christianisme veut cette transmutation des esprits, si vous voulez, par conversion individuelle. Vous savez, il y a un verset du Cantique des Cantiques qui a été admirablement commenté par Origène. Hein. Ton nom est une huile qui s'épanche. Et Origène, c'est un propos adressé aux mariés, hein, du Cantique des Cantiques. Et Origène interprète ça comme voulant dire la charité du Christ s'est répandue comme un parfum. Si vous voulez. Le parfum, il se répand, mais on ne le voit pas. Et de la même manière, la charité du Christ a converti un à un tous les cœurs. Alors, on n'est qu'au début. Hein. Mais le paradis arrivera quand tous les cœurs auront été convertis. Et probablement, ils ne le seront pas sur terre. Hein. Alors que les hérésies judéo-chrétiennes veulent créer le paradis sur terre, tout de suite. Et par la force. Et donc, pour les Jacobins, comme l'Ancien Régime était un régime de totale perversion, il fallait s'emparer de la jeunesse pour créer un homme nouveau. Et vous avez ce plan absolument monstrueux d'un certain Lepelletier de Saint-Fargeau qui a été voté à l'unanimité par la Convention, à la demande de Robespierre, parce que ce monstrueux monsieur a quand même été un peu brutalement puni, puisqu'il a été assassiné avant que son plan vienne devant la Convention. Mais ça consistait à mettre tous les enfants de France, garçons et filles, hein, dans des camps de 5 à 12 ans. Des camps. Des camps, oui, des camps. Pourquoi? Parce qu'il y avait un idéal spartiate, si vous voulez, hein, il y avait une vague réminiscence de Sparte, et il fallait les élever à la dure et dans la totale égalité. Et après ce régime, pendant 7 ans, alors déjà il y avait des arguments. Vous prenez un jeune appelé, et il est tout foufou, il va à l'armée. Déjà, un an après, il est entièrement transformé. Et il l'a été par la discipline militaire. Hein. À plus forte raison, si vous prenez des enfants à 5 ans, et que vous les gardez 7 ans, vous allez en faire modeler ce que vous voulez. Et vous allez modeler leur esprit dans le sens de l'égalité. Et d'ailleurs, pas du tout dans le sens de l'instruction, puisque précisément, ils ne feront que des travaux manuels. Seul un 50e d'entre eux apprendront des matières intellectuelles. Voilà, c'était... Mais le but, c'était l'égalité. Alors, le plan est voté par la Convention, et puis il reçoit un début d'application. On crée à Neuilly-sur-Seine, qui était une campagne à l'époque, la plaine des Sablons, hein, on crée l'école de Mars, où sont venus 3000 jeunes gens de toute la France. Hein. Dès qu'ils arrivent, on les rase, on leur enlève leurs vêtements civils et on leur donne des vêtements de bure. Hein. Et que ça marche ou pas. Bon.
Et alors, l'affaire a vite capoté parce que ces malheureux jeunes gens mouraient de froid. Hein. Par ailleurs, ils mouraient de faim, puisque on les avait complètement retirés de leurs parents, quoi. Ah oui, oui, c'est ça. Oui, parce que ça c'est important. L'obsession, et qui est toujours vraie jusqu'à aujourd'hui. On y parlera peut-être tout à l'heure du livre absolument incroyable de Vincent Peillon, homme politique pas du tout marginal, hein, haut dirigeant du Parti socialiste et ministre de l'Éducation nationale pendant 2 ans. Hein, donc c'est pas du tout un marginal. Et lui aussi, il dit qu'il faut arracher les enfants à leur famille. C'est une vraie obsession. D'ailleurs, l'EVARS, dont on parlait tout à l'heure, l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, a le même but. Et je fais juste cette parenthèse. Vous savez que les parents n'auront pas le droit de savoir la date où auront lieu les cours. Parce que les idéologues qui ont fait ça redoutent que... Ils anticipent et retirent leur enfant, ou même qu'ils viennent dire tout bien qu'ils pensent de l'EVARS. Hein. Donc ils n'auront pas le droit de savoir la date, ils n'auront pas le droit de savoir le programme précis, ils n'auront pas le droit de savoir qui fera les cours, hein, une prétendue association agréée par l'Éducation nationale, mais enfin, c'est effrayant. Surtout que l'Éducation nationale a déjà dit qu'elle ne voulait pas agréer les associations que les écoles catholiques, cherchant à faire contre la mauvaise fortune de mon cœur, puisqu'elles sont obligées de faire cette éducation. Au moins, elles peuvent faire appel, vu leur caractère propre, à des associations qui leur plaisent. Mais ces associations ne plaisent pas à l'Éducation nationale. Donc, à mon avis, on est au début d'un grave désordre. Hein. On n'est qu'au début de l'affaire. Mais pour en revenir aux Jacobins, on les arrache à leur famille, on arrache les jeunes à leur famille, et pour créer un homme nouveau. Hein. Et Vincent Peillon, qui glorifie cette démarche, parle même de transsubstantiation. Disons tout de suite un mot de Vincent Peillon, parce que c'est quand même incroyable. La France est un beau pays, vous avez plein de gens qui écrivent des livres, livres souvent très intéressants, et qui témoignent d'une grande vie intérieure, chez la part de beaucoup de gens. Ouais. Et M. Vincent Peillon a une vie intérieure tout à fait riche, qui consiste à vouloir transformer le peuple, et M. Vincent Peillon regrette qu'il n'ait pas été transformé à la Révolution française. Alors, pourtant la Révolution française était faite pour ça. Mais il y avait un grave problème que les pauvres révolutionnaires n'ont pas résolu. C'est que pour faire la révolution, pour de vrai, il faut être un homme d'un nouveau type. Mais pour qu'un homme d'un nouveau type existe, il faut que la révolution soit faite. Zut alors. Parce que donc il y a un problème comment dit-on, de poulet d'œuf, si vous voulez. Hein. On ne sait pas par où commencer. Alors les révolutionnaires ont voulu faire la révolution, mais ils n'avaient pas les hommes pour la faire. Donc, c'est pas grave, on va donc terminer aujourd'hui ce qui a été commencé jadis en faisant les hommes en question. Et c'est le rôle de l'école. Et donc, l'école est décrite par Vincent Peillon comme un clergé. L'éducation nationale est décrite comme un clergé, une nouvelle église. Il emploie le terme. Qui doit faire expier, il emploie le terme, les anciens péchés, et qui doit transsubstantier le peuple. C'est très drôle parce que Vincent Peillon, qui est juif, mais je ne sais pas s'il est juif pratiquant, emploie un langage chrétien à propos de la Révolution française. Il emploie à l'égard de la Révolution française le même vocabulaire et la même vision que les chrétiens à l'égard du Christ. Il y a beaucoup d'étatistes, ou pas d'ailleurs, mais ceux qui défendent corps et âme l'éducation nationale ont tendance à se référer aux anciens hommes, Jean Zay, Jules Ferry, Guizot, Condorcet. À votre avis, qu'est-ce qu'ils penseraient de l'école le plus grand mal. Actuellement. Le plus grand mal. Il verrait bien qu'on a détruit ce qu'il avait construit. Le fait que l'État fixe les programmes scolaires, s'occupe du recrutement... Non mais attendez, c'est là qu'il faut rentrer dans l'État. C'est pour ça que c'est beaucoup passionné de faire cette étude qui a débouché sur ce livre. C'est que Jules Ferry n'était pas jacobin. D'ailleurs, il était si peu jacobin qu'il avait failli être trucidé par les jacobins pendant la Commune de Paris, qui sont montés dans la mairie de Paris pour le trucider. Et il a dû son salut au fait qu'il saute par la fenêtre en manquant de se casser 3 jambes. Et donc, puis de toute façon, dans sa pensée, il n'était pas du tout jacobin. Donc là-dessus, il reçoit. Alors, vous savez ce qui s'est passé, vous avez l'Empire qui s'effondre, vous avez la République qui se met en place avec Thiers, et puis elle est dirigée par MacMahon. Hein, et puis arrive un moment où les Républicains ont la majorité à la fois à l'Assemblée et au Sénat. À ce moment-là, ils ont tous les pouvoirs. Et Jules Ferry est nommé ministre de l'Instruction publique.
Et il reçoit pour mission de combattre ce progrès de l'éducation ecclésiastique que l'on constatait depuis la loi Fallou. Il faut le combattre parce que on redoute que l'Église reprenne tout ce qu'elle a perdu depuis la Révolution. Mais lui, Jules Ferry, était un homme des Lumières, on peut le dire. Hein. C'était un positiviste, qui appréciait la pensée d'Auguste Comte. Il était pro-scientifique, si vous voulez, et il comprenait bien tous les avertissements qui avaient été donnés par Condorcet, par Dounou, par Mirabeau, par Talleyrand, enfin tous les gens que je cite pendant la Révolution, que s'il y avait une éducation monopolistique d'État, il y aurait un dogmatisme, et par conséquent, il y aurait une régression intellectuelle. Bien. Alors il veut l'éviter, mais en même temps, il ne veut pas favoriser l'enseignement ecclésiastique. Donc il est obligé de maintenir le plus possible de monopole. Lui n'a pas voulu abroger la loi Fallou, hein, mais il a abrogé un petit peu la loi Dupont-Loup, parce qu'il a interdit aux universités catholiques de s'appeler université, d'où le nom d'institut qu'elles ont aujourd'hui, et surtout il leur a interdit de conférer les grades. Donner les grades de licence, de doctorat, etc. Ce que toutes les universités font depuis le Moyen-Âge. Hein. Et aujourd'hui encore, les jésuites ont des universités dans des dizaines de pays où ils décernent des grades. Bon, interdit en France. Alors, bon, mais ceci dit, il n'interdit pas tout de suite, enfin, il ne ferme pas les écoles catholiques, si vous voulez. Hein. Ça sera fait un peu plus tard par des radicaux plus enragés que lui. Mais il veut quand même brider l'enseignement catholique et il ne veut pas donner le monopole dogmatique à un corps enseignant. Bon, voilà. Donc il croit trouver une solution. Cette solution consiste à distinguer dans l'appareil d'État lui-même deux zones. Une qui réglera les problèmes temporels, donc un ministère de l'instruction publique qui construit des collèges, des lycées, des écoles et qui paye les professeurs. Mais pour la partie spirituelle, le pouvoir ne sera pas détenu par le gouvernement lui-même, sauf que Jules Ferry se réserve quand même le droit de signer les programmes. Bon, c'est pour ça que quand il a signé les programmes d'histoire, c'était bien dans un sens républicain. Hein. Mais enfin, les programmes sont quand même élaborés par des commissions qui émanent d'une sorte de parlement universitaire. Même Napoléon avait créé un conseil de l'université, hein, avec des membres désignés. Alors après ça, la composition de ce conseil avait un peu varié, mais Jules Ferry fait en sorte qu'il soit composé uniquement de membres élus par leurs pairs, c'est-à-dire des savants élus par les savants. Et à ce moment-là, l'idée c'est que ces savants vont prendre des décisions en matière de nomination de professeurs ou de détermination des contenus d'enseignement et des programmes. Ils vont prendre des décisions conformes à la science. Oui, conformes à la science. Et ceci dit, c'est très délicat, c'était très naïf de sa part de croire qu'il pouvait séparer dans l'État deux corps, hein, en garantissant qu'ils se fonderaient jamais. En tout cas, Jules Ferry avait mis ce système en place et il faut lui rendre cette justice que ça a fonctionné pendant quelques dizaines d'années, d'où le second terme du sous-titre de mon livre, hein, l'éducation nationale, origine, apogée et déclin d'une idée. Il y a eu un apogée à un certain moment. Bien. Mais il y a eu un déclin ensuite. Alors, vous allez m'interroger certainement sur ce déclin. Pour les gens de ma génération, c'est effrayant, c'est incompréhensible. D'ailleurs, j'ai rencontré un jour dans un dîner en ville un vieux monsieur qui était très très brillant universitaire, qui avait écrit des choses sur le droit civil, c'était une sommité académique. Et ce monsieur avait un âge très avancé, et j'ai appris qu'il était mort une semaine après ce dîner où il était en pleine forme, et on avait parlé. Et je lui avais demandé, cher maître, comment interprétez-vous la situation académique d'aujourd'hui, puisque c'était une sommité académique. Il me dit, un effroyable déclin. Et donc lui, il voyait la chose d'une génération encore avant moi. Hein. Bon, donc on a un déclin. Alors, il y a une explication, et c'est pour ça que j'ai fait ce travail historique. C'est que vous aviez cette espèce de développement scolaire, hein, où l'État s'arrange pour brider le plus possible l'enseignement catholique, ou juif, ou protestant, et par contre, il encourage la création de plein de professeurs. Alors, vous avez à ce moment-là, au début du XXe siècle, un très grand nombre de professeurs du public, et parmi eux,
80% d'instituteurs. Et ces instituteurs, alors c'est une histoire passionnante, parce que ces instituteurs, il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de braves gens parmi eux, évidemment, hein, et ils sont assez malheureux parce qu'ils sont dans les villages, et ils sont en but à la rivalité du curé, ils sont mal vus par les seigneurs locaux, évidemment, ils sont assez isolés, donc ils ont tendance à se réunir en syndicat ou en loge franc-maçonne. Et à ce moment-là, ils adhèrent au jacobinisme et au marxisme naissant à la fin du XIXe siècle. Tant et si bien qu'ils finiront par adhérer à la CGT. Bon. Et le syndicat d'instituteurs, alors les instituteurs sont 80% à peu près en 1900, des professeurs du public, ou même plus, 85%, et puis ils vont baisser un peu, 80, 75, 70, et après la guerre, ils seront encore 65% après la guerre. Donc leur syndicat donne le là dans les syndicats enseignants. La fameuse FEN, la Fédération d'éducation nationale, était composée de plusieurs syndicats, et le plus puissant c'était le SNI, le syndicat national des instituteurs. Et ces gens-là sont membres de la CGT. Alors, c'est très important parce qu'ils considèrent, avec la CGT, que l'État est un État bourgeois, illégitime. Alors, vous me direz, mais l'État est quand même le fruit du suffrage universel, qui élit des députés, et puis les députés cautionnent un gouvernement. Eh bien, pour les révolutionnaires de cette époque, ce n'est pas du tout légitime, parce que le peuple, n'ayant pas été changé, hein, on revient à la problématique Payon, vote mal. Et le peuple est aliéné. Hein, le peuple est aliéné par l'idéologie dominante, et donc il vote pour les bourgeois, alors que eux, les marxistes, savent que ce n'est pas l'intérêt du peuple. Le vrai intérêt du peuple, c'est ça qu'ils votent pour les révolutionnaires, mais il ne le fait pas. Bon. Donc, il met en place un appareil d'État qui va être au service des grandes puissances financières et pas du tout au service du peuple. Donc il faut faire échapper l'éducation à ce gouvernement. Et là, je suis tombé sur des textes absolument incroyables en faveur de l'éducation nationale. L'éducation nationale, pour les Français d'aujourd'hui, ça veut dire éducation publique, d'État. Pour les révolutionnaires des années 1920, 1930, 1940, national veut dire non étatique. Parce que les vrais représentants de la nation, ce n'est pas l'État, c'est les syndicats. Vous avez la vraie souveraineté ne doit pas appartenir aux électeurs, elle doit appartenir au travail, aux travailleurs. Et les travailleurs sont représentés par les syndicats. Donc ça implique de donner complètement contrôle aux syndicats, oui. De les laisser contrôler oui. les écoles. Et c'est-à-dire qu'à partir des années 30, les gouvernements vont avoir très peu de pouvoir sur l'éducation, parce que l'éducation est gérée par les syndicats, et qui prétendent expressément être un pouvoir spirituel, parce qu'en plus de ça, ils sont très tenus par la franc-maçonnerie. Et la franc-maçonnerie se vit elle-même comme un pouvoir spirituel rival de l'Église. Donc c'est eux qui pensent être les seuls à pouvoir à connaître le vrai, le beau, le bien, et donc à pouvoir déterminer quels doivent être les programmes et les méthodes de l'éducation publique. Et donc en pratique, il y avait un lobbying intense pour faire passer des lois qui avantageaient, la création du statut de la fonction publique, de mémoire, vous absolument. Expliquez que ça vient de là aussi, c'est les syndicats qui ont poussé pour... Si vous voulez, c'est toute l'histoire, hélas, de la France qui a eu le grand tort de perdre la guerre en 40, hein, parce que du coup, elle n'a recouvré sa liberté qu'avec l'aide des Anglo-Américains, mais aussi des Russes, des Soviétiques, et donc, et sur le plan interne, des communistes. Hein. Et donc, en 1946, Général de Gaulle doit prendre comme ministre Maurice Thorez, qui était un des dirigeants du Parti communiste, et ce Maurice Thorez fait une loi instituant ce qu'on appelle le statut de la fonction publique, qui n'est pas mauvaise à tous égards, hein, mais qui préconise que les syndicats co-gèrent toutes les administrations. Par des comités techniques paritaires, par des commissions administratives paritaires, qui, en matière d'éducation, par exemple, règlent toutes les carrières. Les carrières des instituteurs et des professeurs du second degré sont gérées par des commissions dites paritaires, mais qui ne le sont pas en fait, parce qu'elles sont divisées en deux. D'un côté fonctionnaires du ministère, et de l'autre côté les syndicalistes. Sauf que les fonctionnaires du ministère sont eux-mêmes syndiqués au même syndicat. Donc il y a une unité spirituelle entre les deux. Donc
les révolutionnaires dont je vous parlais tout à l'heure voulaient une gestion tripartite, comme ils disaient. Hein, c'est-à-dire que toutes les administrations d'État ne seraient plus gérées qu'au tiers par l'État, en quelque sorte. Hein. Les deux autres parties étant les syndicats et les usagers. Mais attention, il faut se méfier des usagers, parce que les usagers, ils pourraient être réactionnaires. Et en particulier en matière d'éducation, les usagers, c'est les parents. Et les parents voudraient peut-être qu'on ne transforme pas leurs enfants en bolcheviks. Donc les usagers seront désignés, enfin les représentants des usagers seront désignés par les syndicats. Ah tiens. C'est plus commode. Mais ça a quand même fonctionné, il n'y avait pas de contre-pouvoir suffisamment fort pour lutter contre le lobbying intense des syndicats à l'époque? Non, parce que c'est là qu'on rentre dans le détail de l'histoire de France. Si vous voulez, pendant la Première Guerre mondiale, vous savez que la France a gagné la Première Guerre mondiale, mais après elle a été totalement épuisée et vidée de son sang en quelque sorte. Donc le moindre paramètre comptait. Et évidemment, si les syndicats avaient été capables de faire des grèves dans les usines d'armement pendant la Première Guerre mondiale, la guerre était perdue. Donc pour éviter cette catastrophe, les gouvernements ont commencé une cogestion avec les syndicats pendant la Première Guerre mondiale. Et alors, cette cogestion, cette gestion tripartite, mais transformée ensuite en cogestion, a cru et embelli dans les années entre les deux guerres et à la libération avec la loi Thorez. Alors du coup, c'est eux qui déterminent le vrai, le beau, le bien, et ce qu'ils veulent, c'est une école unique. Parce qu'ils sont révoltés contre la situation qui en effet n'était pas satisfaisante. Vous aviez au fond deux types d'écoles à base sociale différente. Vous aviez les lycées qui étaient payants hein, jusqu'en 1932. Vous aviez les collèges religieux qui étaient aussi payants. Et les futurs lycéens et les futurs collégiens n'allaient pas à l'école communale, ils allaient dans les petites classes des lycées. Moi qui vous parle, j'ai encore fait mon primaire au lycée, qui était payant. Alors, de mon temps, c'était plus payant, mais avant la guerre, les petites classes de lycée étaient payantes aussi, et les écoles primaires de bonne qualité faites par des personnes privées étaient aussi payantes. Donc vous aviez des gens qui pouvaient payer l'école, et qui du coup allaient dans les bonnes écoles primaires, qui conduisaient aux bonnes études secondaires, les bonnes études secondaires elles-mêmes conduisant aux bonnes études supérieures, et donc aux diplômes les plus élevés qui donnent des places avantageuses dans la société. Et puis le peuple allait à l'école communale qui était gratuite, et l'enseignement primaire avait fait son propre enseignement secondaire. Vous aviez des cours complémentaires, parce que vous aviez de très bons élèves, on voyait bien qu'il fallait qu'ils continuent, hein, mais ils allaient continuer toujours dans le cadre du secondaire, dans le cadre du primaire, et sous l'administration de l'école primaire. Et les meilleurs allaient dans des écoles primaires supérieures, et ils devenaient instituteurs, voilà. Mais ils ne devenaient pas polytechniciens, enfin, ils n'acquéraient pas les plus grands diplômes. Alors c'était une situation insatisfaisante, que tous les pays européens ont plus ou moins résolu. En Suisse, c'est entièrement résolu, on parlera peut-être de la Suisse tout à l'heure. Et seulement, et vous aviez un groupe enfin, tout ça c'est une histoire, encore une fois, une histoire passionnante. Vous aviez pendant la guerre des jeunes officiers qui étaient professeurs, qui étaient agrégés de ceci ou de cela, et qui étaient souvent germanistes. Alors ils se rencontraient à l'état-major de Compiègne parce qu'ils déchiffraient tous les messages en allemand. Donc ils font connaissance et ils discutent entre eux de l'université, évidemment, de leur job. Et ils décident qu'il faut absolument réformer l'université. On appelle ça les compagnons de l'université nouvelle. Et les compagnons de l'université nouvelle publient, même avant la fin de la guerre, des cahiers où ils expriment leurs idées, et ils visent à une école unique. Mais école unique ne veut pas dire école publique, puisqu'ils pensent que l'école catholique a tout à fait sa place dans une école unique, mais ils veulent simplement une école telle que il n'y ait pas de frontière infranchissable entre l'école de la bourgeoisie, enfin entre l'école du peuple et l'école de la bourgeoisie. Alors déjà en 2005, Laurent Laforgue, le grand mathématicien, a été forcé de démissionner du Haut Conseil de l'éducation à cause de ses critiques de l'éducation nationale. Oui. Et donc on sait que les bureaucrates au sein de cette institution n'ont pas forcément à mettre en cause son fonctionnement parce que cela reviendrait à questionner l'idéologie qui la sous-tend. Quelle solution, selon vous, serait nécessaire à la dégradation du niveau scolaire et la dégradation du niveau scolaire, et de quel pays, de quelle méthode faudrait-il s'inspirer? Non mais, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas besoin de s'inspirer d'une méthode particulière. On sait très bien comment instruire correctement les enfants.
on le sait depuis le Moyen-Âge. Et depuis le Moyen-Âge, on sait qu'au Moyen-Âge, il y avait des facultés dans les universités. Il y avait une faculté inférieure et 3 ou 4 facultés supérieures, selon qu'on compte les facultés de droit canoniques comme différentes des facultés de droit romain. Hein. Mais la faculté inférieure, c'est l'ancêtre de notre enseignement secondaire, c'est la faculté des arts. Et les arts, c'est les lettres et les sciences. C'est le trivium et le quadrivium qui reviennent de l'Antiquité. Hein. Oui, c'est les lettres et les sciences. Et je ne sais plus pourquoi je disais ça. Vous disiez qu'on n'avait pas forcément besoin de s'inspirer de pays en particulier. Oui, voilà, mon idée revient. Comment enseigner? Dans ces facultés des arts, c'est ça que je voulais dire. Les enfants commençaient à 10 ans. 10 ans. Ils commençaient l'école à oui, 10 ans. Ils commençaient l'université. L'université à 10 ans. Dans les facultés des arts. Hein. Alors, c'est vraiment comme c'était des bambins, très vite, on a eu l'idée de ne pas laisser courir dans le quartier latin, victimes de toutes sortes de perversions. On les a enfermés dans des collèges et on les conduisait au cours. Et puis on a fini par faire venir les professeurs, au contraire, dans les collèges, et c'est l'origine de l'enseignement secondaire. Mais tout ça pour dire que l'enseignement secondaire a depuis longtemps commencé très, très tôt, parce que dès 10 ans, les enfants sont capables de penser rationnel. Ils sont capables de penser abstrait. Alors, c'est 11 ans, 12 ans, mais c'est très précoce. Mm-hmm. Donc, la grande bataille pédagogique qui a eu lieu au sujet de l'école moyenne, tout à l'heure je vous disais que tous les pays européens ont voulu rajouter à l'enseignement primaire, à l'enseignement secondaire. Mais tout le monde n'est pas capable, ni désireux d'ailleurs, et c'est pas non plus bien pour la société que tout le monde fasse des études de sociologie jusqu'à 30 ans. Hein. Donc, il a fallu distinguer ce qui nous est comme habituel aujourd'hui. Tout le monde sait qu'en France il y a des collèges et des lycées, donc on voit que l'un suit l'autre. Hein. Mais quand moi j'étais lycéen, je vous dis, depuis le primaire. Et ensuite, en 6e, 5e, d'ailleurs, la numérotation des classes montre bien qu'il y a une continuité, 6e, 5e, 4e, 3e. Ça y est, j'ai encore oublié mon idée, décidément. Vous disiez qu'on n'avait pas besoin de s'inspirer du pays, qu'on savait comment oui. Il suffisait de revenir en arrière. Oui, merci de me remettre dans le fil. On a toujours su former les enfants depuis l'âge de 10, 11 ans, 12 ans, à des disciplines, alors évidemment, simple. Ce qu'on apprend en 6e, c'est des éléments. Hein. On n'apprend pas les mêmes mathématiques en 6e qu'en terminale. Mais même si c'est élémentaire, et par ailleurs on enseigne l'histoire et la géographie, mais pas avec le niveau de détail et pas avec toutes les considérations sociales, politiques qu'on peut aborder quand les élèves sont plus mûrs. Mais même si le contenu des enseignements des petites classes de lycée reste élémentaire, il est déjà scientifique. C'est-à-dire qu'il implique que l'élève soit capable de s'intéresser à des choses abstraites et à des choses sans utilité immédiate. Alors, donc si vous distinguez deux types de rationalité, rationalité finalisée et concrète, et type de rationalité abstraite et non finalisée ou désintéressée, par exemple, s'intéresser aux Étrusques, on ne risque pas de rencontrer des Étrusques tous les jours dans la rue. Hein. Donc s'y intéresser vraiment, ça suppose d'avoir une intelligence qui se détache des tâches immédiates. Et les psychologues de l'enfant, comme Jean Piaget, le fameux Jean Piaget, qui a joué un rôle scientifique et politique très important, disent que tous les enfants sont capables ont une croissance dans leur intelligence qui va de l'intelligence pratique et finalisée à l'intelligence abstraite et non finalisée, avec toute une série d'intermédiaires. Alors ça dépend des livres de Piaget d'ailleurs. Mais ce que les psychologues ont remarqué aussi, c'est que la vitesse avec laquelle, même si tous les enfants sont capables de passer à travers tous ces stades, hein, la vitesse avec laquelle ils passent d'un stade à un autre dépend très étroitement du milieu familial dans lequel ils vivent. Alors du coup, il se crée de fâcheuses inégalités, parce que si vous êtes dans des milieux d'ouvriers et d'employés, vos parents sont subordonnés à des chefs, et ils sont bien notés s'ils font bien une tâche
dont ils n'ont pas les tenants et les aboutissants. D'ailleurs, s'ils contestaient ce que leur hiérarchie leur dit de faire, ils seraient mal placés. Si vous voulez. Donc, ils ont une culture qui n'est pas tournée vers la science abstraite. Vers l'abstraction. Et du coup, ils n'encouragent pas ça chez leurs enfants. Bah, je dis ça parce que, évidemment, cette division des enfants en deux grandes catégories est très schématique, mais les marxistes qui ont fait toutes les réformes aiment bien la schématisation. Ils aiment bien essentialiser. Voilà, entre bourgeois et prolétaires, exploiteurs et exploités. Donc voilà, je reproduis ce dualisme. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut nier nécessairement l'influence du milieu social, bien sûr. Mais il ne faut pas du tout la nier. Mais alors justement, l'argument de Jean Zay et de Langevin Vallon, c'était que précisément, il fallait repérer chez les jeunes de tous les milieux ceux qui ont ces capacités. Et du coup, les faire monter dans l'ascenseur, 6e, 5e, jusqu'aux plus hautes études. Et là, vous avez un vrai brassage social. Vous avez un ascenseur social grâce à l'école. Parce qu'en effet, un certain type d'éducation ne peut pas être donné dans la famille. Et ces gribouilles, ces pieds nickelés, si vous voulez, sont arrivés à un truc incroyable. C'est qu'au nom de la justice sociale, ils ont aggravé les inégalités sociales. Enfin, au nom de l'égalité sociale, ils ont aggravé les inégalités sociales parce qu'ils ont du coup voulu qu'il y ait une école qui n'apprenne rien à personne, pour ne pas privilégier les jeunes bourgeois. Parce que, si vous voulez, l'idée c'est que on dit on va faire la même école pour tous. Alors tout le monde arrive en 6e, mais les uns ont eu un milieu social qui les prédispose à la pensée abstraite et désintéressée, les autres ne l'ont pas eu. Donc on fait le même cours, et puis comme par hasard, ce sont les bourgeois qui réussissent et les autres qui échouent. Alors c'était évidemment, pour les révolutionnaires, extrêmement grave, parce que du coup on ne change rien à la hiérarchie sociale, mais en plus on rend les inégalités sociales légitimes, puisque tout le monde a eu sa chance. Donc ce qu'il faut, c'est ne rien apprendre à personne. Parce que si vous commencez à apprendre sérieusement les mathématiques, ou l'histoire, ou le grec, ou le turc, à des enfants qui peuvent suivre, d'autres ne pourront pas suivre. Donc le simple fait d'enseigner sérieusement va créer des différences. Et au final, ce rattrapage, il y a un rattrapage à faire, donc, puisque les élèves n'ont pas le niveau requis par rapport à ceux il y a 10, 15, 20 ans. Mais ce rattrapage, il va être fait par les familles elles-mêmes, encore une fois. Voilà. Et ce sont les familles, en général, plutôt bien sûr. aisées. Oui. Et en fait, on accentue encore plus les différences. Exactement. Exactement. Si vous voulez, il y avait un outil permettant de corriger les inégalités sociales qui était l'école, conçue comme lieu sérieux d'instruction. Et ils ont détruit cet outil au nom même de l'égalitarisme. Et ceci s'est produit, c'est ça qui est très intéressant, c'est pour ça que dans ce livre, j'ai fait cet effort, mais il faudrait que je le poursuive encore. Vous avez un monsieur que j'envie beaucoup, qui s'appelle M. Chapouli, qui est d'ailleurs tout à fait de gauche, et qui a fait un livre énorme, de 1500 pages, ou peut-être 2000, je ne me souviens plus, mais c'est un livre absolument énorme, qui s'appelle « L'État s'empare de l'école ». Et il a étudié toute cette histoire scolaire entre 1900 et aujourd'hui, si vous voulez. Alors moi, je n'ai pas eu cette patience-là, et je suis très humble devant l'érudition de ce... Mais Chapouli trouve ça très bien. Il trouve quand même que... Bon, mais en même temps, comme il regarde de près les choses, il est obligé de faire des réserves. Mais si vous voulez, en lisant tous ces livres précis sur l'histoire de l'éducation nationale, on s'aperçoit qu'il y a eu un tournant qui a été pris dans les années 1960. Parce que, précisément, à ce moment-là, l'école est devenue accessible à tous par les réformes de la 4e République et surtout celles faites au début de la 5e. Et on s'est aperçu que, encore une fois, les enfants d'ouvriers et de paysans et d'employés avaient du mal, alors même qu'ils avaient accès aux mêmes chances, si vous voulez. Donc l'égalité, les révolutionnaires de l'époque étaient encore très, très puissants, les Bourdieu, Passeron, tous les auteurs marxistes qui ont réfléchi sur la question, ont conclu qu'il fallait faire quelque chose, qu'il fallait, puisqu'encore une fois on aboutissait à un double échec, on n'arrivait pas à faire réussir les élèves des milieux populaires, et en plus leur échec était légitime puisqu'ils avaient eu leur chance, et donc la hiérarchie sociale était inchangée et marquée dans le marbre pour être le résultat de mérites objectifs. Donc ils sont partis en guerre contre la méritocratie républicaine.
la méritocratie républicaine, qui était celle de Vallon et de Janzé, évidemment, avant Vallon, et de Langevin, hein, qui était communiste, Langevin, hein, et devenu communiste sur le tard, il était communiste. Eh bien, ces gens-là, avec beau être communistes, ils n'étaient pas du tout égalitaristes. Hein, ils étaient pour la méritocratie. Ils étaient quand même pour la méritocratie. Mais bien sûr, c'était tout le schéma, si vous voulez. Hein. Il est scandaleux que des jeunes bourgeois sans mérite occupent des positions supérieures à des jeunes populos pleins de mérite. Hein. Si on les met dans une même école unique, et qu'on peut trier les mérites, eh bien, les jeunes bourgeois idiots auront des emplois subalternes, et les jeunes prolos brillants auront les emplois supérieurs. C'était ça leur idée. Mais ils ne voulaient pas détruire la méritocratie. Alors, les communistes de l'époque avaient du bon sens, en tout cas, plus que ça. Exactement. Et il y a eu un phénomène idéologique propre à la France, hein, avec le structuralisme, le déconstructionnisme, Foucault, Derrida, tout ce que vous voulez, qui ont complètement changé le regard de la gauche elle-même sur l'école. Et alors, vous avez le livre de Bourdieu et de Passeron, suivi de ceux de Baudelot et Establet, et d'autres sociologues marxistes, qui ont dit, puisque l'école est méritocratique et que la méritocratie récompense les bourgeois, quoi qu'on fasse, eh bien, on va faire une école non méritocratique. Et on va s'appuyer sur des théories pédagogiques qui avaient peut-être leur mérite pour certains enfants, qui sont les méthodes actives, et on ne va rien enseigner à personne, que par des méthodes actives. On va les faire jouer avec la pâte à modeler, on va les faire visiter des usines, ou des musées d'Orsay, enfin, on va les faire se balader dans la ville. Hein. Et du coup, les jeunes bourgeois, à supposer qu'ils aient une avance en arrivant, ne vont plus l'avoir au bout d'un certain temps. Parce que le grand démérite de l'école méritocratique, à leurs yeux, c'était que l'avance que les enfants de bourgeois pouvaient avoir en arrivant s'augmentait dans le cursus lui-même. Voilà pourquoi votre fille est muette. Ces gens-là ont pris le pouvoir avec Lionel Jospin, qui était ministre de l'Éducation nationale, avant d'être Premier ministre, et ils ont fait toute la réforme, ils ont supprimé les écoles normales primaires, où on apprenait un savoir élémentaire, mais un savoir vrai. Et il y avait une sélection d'ailleurs à la fin de ces écoles primaires, en tout cas c'est ce que ma grand-mère m'avait dit. Mais bien sûr. C'est un petit concours pour passer au collège. Il y avait une sélection à l'entrée, déjà. C'est extraordinaire. Et ensuite à la sortie, puisqu'il fallait qu'ils passent un concours. Donc, il y a le certificat d'études, pardon de vous interrompre, c'était ça qu'on avait à la fin de l'école primaire. Ah oui, c'est ça, on passait le certificat d'études. Tout ça a été supprimé. Ouais. Mais M. Jospin a supprimé aussi les écoles normales primaires pour les remplacer par les fameux IUFM, qui existent aujourd'hui sous un autre nom, hein, les INSPE, hein, où on forme, si vous voulez vraiment changer l'école de fond en comble, vous devez changer les enseignants. Or, les enseignants ont le tort d'aimer leur savoir, leur discipline, les historiens aiment bien l'histoire, les géographes aiment bien la géographie, et par conséquent, ils persécutent le peuple sans le savoir. Vous avez ça qui est expliqué merveilleusement et horriblement dans les livres de quelqu'un que je ne sais pas si j'ai de l'admiration ou de détestation, parce qu'il y a les deux. C'est un type qui s'appelle Louis le Grand, un nom prédestiné pour un enseignant, hein, Louis le Grand. Oui. Et Louis le Grand explique qu'il faut que les professeurs ne savent rien, parce que s'ils savent, ils vont s'impatienter des hésitations des élèves. Ils vont se réjouir de ce que certains comprennent tout de suite. Et du coup, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, ils vont discriminer ceux qui sont en faute. Donc s'ils sont formés uniquement aux méthodes de l'éducation nouvelle, qui consiste à faire découvrir le savoir par les élèves eux-mêmes, eh bien, ils ne seront pas exposés à ce risque. Donc il faut entièrement changer la formation des professeurs. Donc c'est ce qui a été fait par les IUFM. Et ça a été suivi par un ministre qui passe pour modéré, mais qui n'est pas du tout, qui est M. Blanquer, qui au CAPES a supprimé les épreuves académiques. Et toutes les épreuves du CAPES sont dites professionnelles. Donc vous ne devez pas répondre à une question sur la Révolution française, vous devez répondre à la question comment enseignerez-vous la Révolution française dans le 9-3 en classe de 3e, par exemple.
Donc le prétendument professionnel prend le pas sur l'académique, comme si la première qualité professionnelle d'un professeur n'était pas sa compétence académique. On les sélectionne plus sur le savoir au final, c'est la pédagogie, oui. C'est l'idée alors, de la pédagogie. Comme toute est confusion dans ce monde et dans ce ministère, les membres des jurys des CAPES n'ont pas obligé de protester comment dire, officiellement, mais comment on dit, comme une carne qui ne veut pas avancer. Ils ne veulent pas avancer dans ce sens. Donc ils continuent quand même à faire des distinctions parmi les candidats entre ceux qui savent, si on les interroge sur la Révolution française, entre ceux qui savent la date de la Révolution, la date du début de la République, et le nom des mois révolutionnaires, et ceux qui ne le savent pas. Donc les pédagogistes en sont pour leurs frais. Hein. Mais malgré tout, ça a suffi à faire effondrer le niveau des jeunes professeurs. Et à partir du moment où vous avez le niveau des jeunes professeurs qui est effondré, le niveau du peuple, des élèves, ne peut pas non plus s'améliorer. Et on en vient à faire des recrutements de professeurs dans la rue. Absolument. Mais ça, c'est pour une autre raison. C'est parce que du coup la profession de professeur attire moins. Hein. Mais c'est tout à fait... Alors, j'ai écrit plusieurs articles sur la question. C'est que vous avez quelque chose c'est une vocation spirituelle d'être professeur. Parce qu'encore une fois, vous devez enseigner le vrai, le beau, le bien. Donc les idéaux de l'esprit. Alors, cette profession peut être plus ou moins reconnue socialement, plus ou moins bien payée, faite dans des conditions plus ou moins agréables, mais elle est noble par elle-même, en quelque sorte. Et les pédagogistes qui dominent le ministère ont dit, mais pas du tout, être professeur c'est un métier, hein, c'est un métier, au sens, vous savez, au sens de la sueur. Hein, c'est une fonction comme une autre, quoi. Il y a pas de, c'est une fonction, c'est un métier social comme un autre, hein, voilà. Et il n'y a pas de grandeur particulière, puisque justement on demande aux professeurs de ne pas enseigner. Hein. C'est une chose bien connue. Les inspecteurs, toute une armée d'inspecteurs a été recrutée dans l'esprit des nouvelles pédagogies. Et ils disent aux jeunes professeurs, au cours desquels ils assistent, vous n'avez pas à transmettre. Vous n'avez pas à transmettre. Et vous devez encourager la découverte des savoirs par les élèves eux-mêmes. Parce qu'encore une fois, si on transmet, à ce moment-là, il va y avoir quelques élèves qui vont comprendre, d'autres moins, d'autres encore moins bien. Vous allez créer des différences. Hein. Donc vous n'avez pas à transmettre. Ça arrive à des choses caricaturales. Moi, j'ai un jeune professeur qui m'a raconté son inspection par un inspecteur. Hein. Il fait un cours, alors il savait que l'inspecteur venait, c'était une inspection très importante, parce que ça allait conditionner sa titularisation. Il prépare son cours, il fait un cours passionnant, et que les élèves écoutent avec passion. Bien. Alors à la fin, il se tourne vers l'inspecteur, il était assez content, il s'attendait à être félicité. Il se fait enguirlander. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait, monsieur? Non. On entendait voler une mouche. Ah ben oui, c'est normal, non? Mon cours était passionnant. On aurait dû entendre un brouhaha. Parce qu'au moins le brouhaha aurait prouvé que les élèves étaient actifs. Bon. Voilà le genre du luberlu qui sont dans l'éducation nationale et qui exercent le pouvoir spirituel. C'est absolument scandaleux, c'est une honte pour le peuple français, c'est le début d'un effondrement du peuple si on ne réagit pas. Et vous parliez de la Suisse tout à l'heure, quand on parlait des différences de niveau à l'époque entre les milieux sociaux et le fait que les écoles étaient payantes. Qu'a fait la Suisse pour... Elle a appliqué les bonnes idées françaises. Vous savez que la Suisse est très influencée par la France, malheureusement. La partie romande. Beaucoup par les mauvaises idées françaises, oui, mais il arrive qu'elle le soit par les bonnes idées. Et alors, si vous voulez, cette école moyenne dont je vous parlais tout à l'heure, c'est en effet très important. Parce qu'au début, au temps de Jean Zay, on continue à dire, bon, très bien, il faut qu'il y ait un rapprochement des programmes, mais quand même, les petites classes de lycée vont rester dans les lycées, et les classes d'enseignement primaire supérieur vont être dans les écoles primaires supérieures. Donc en fait, le passage de l'un à l'autre était très difficile. Ce qu'il faut, c'est une école unique où les différents cursus cohabitent. Pour qu'un élève qui a 11 ans n'a pas d'intérêt particulier pour les mathématiques, s'il en a à 13 ans, il peut s'y mettre. Hein. Ou alors si à 12 ans il s'intéresse aux Étrusques,
mais qui se passionnent pour la poterie après, qui puissent aussi s'orienter vers des choses Donc les passerelles. Alors, oui, il faut des établissements polyvalents. Et alors, ces établissements polyvalents n'ont jamais pu être créés bien en France parce que vous aviez une lutte entre instituteurs et professeurs. Qui enseignerait dans ces établissements polyvalents, hein? Si c'était l'instituteur, alors les professeurs disent pas là, c'est la ruine de l'enseignement secondaire, on va commencer les études secondaires à 17 ans ou à 16 ans, et à ce moment-là, c'en est fini de la vraie éducation en France. Et les instituteurs étaient plus nombreux et d'ailleurs plus disponibles pour occuper ces postes. Et puis ils disaient, si c'est les professeurs, à ce moment-là, les enfants du peuple vont être défavorisés. Donc il y a eu une sorte de bataille, et on a pu créer des établissements polyvalents que très tard, sous la Ve République. C'est les collèges d'enseignement, j'oublie toujours entre les CEG et les CES. Au début de la Ve République, il y avait un type d'établissement nouveau, c'est les anciens cours complémentaires était rebaptisé collège d'enseignement secondaire, si je me souviens bien, mais ils n'étaient pas polyvalents. Et puis les classes des lycées continuaient pendant ce temps-là. Puis à partir de la loi Haby, en 1975, enfin, appliquée à partir de 1977, vous avez un nouveau type de collège qui est le collège... Pardon, excusez-moi, avant même la loi Haby, vous avez eu des collèges polyvalents qui portent l'autre nom. Alors, encore une fois, c'est CES, CEG, j'oublie toujours le nom. C'est pas très grave. Mais si vous voulez, à l'époque de la loi Haby, il existait les lycées avec leurs petites classes, les CES et les CEG, plus le lycée technique. Et la loi Haby a fondu tout ça dans le collège. Alors, mais alors, on a imposé au collège cette espèce ces nouvelles pédagogies qui font que personne n'apprend rien. Les Suisses, eux, ont fait des vrais établissements polyvalents que j'ai visités. Alors, c'est très simple. Vous avez ça s'appelle l'école obligatoire, parce qu'après 17 ans, l'école n'est plus obligatoire. Alors, après, les gens les uns vont dans des écoles professionnelles, la grande majorité, et les autres vont dans des lycées qui s'appellent là-bas des gymnases. Oui, alors, mais la proportion de ceux qui vont dans le gymnase est très faible, c'est du genre 30% du côté du canton de Vaud ou de Genève, mais c'est moins de 20% dans les cantons alémaniques. Mais avant, vous avez une école obligatoire pour tous. Alors très bien, c'est vraiment l'école unique. Seulement, en son sein, vous avez à la fois des filières et des groupes de niveau. Ces fameux groupes de niveau dont les syndicats aujourd'hui, chez nous, ne veulent pas entendre parler. Alors, vous avez donc une filière pré-gymnasiale qui fait que si vous réussissez dans cette filière, vous allez rentrer au gymnase. Et puis vous avez une filière dite générale qui fait que vous allez rentrer dans les écoles professionnelles qui sont très prisées en Suisse, qui ont beaucoup de prestige. Et moi, un jour, j'ai pris en stop 2 jeunes étudiants suisses, un garçon et une fille, qui avaient l'air de bien s'aimer, donc ils m'ont parlé ensuite de leur projet de mariage. Et pourquoi est-ce qu'ils étaient si optimistes? C'est parce qu'ils étaient dans des écoles, ils étaient en train de terminer leur école professionnelle et ils allaient avoir des salaires importants qui leur permettraient de s'installer ensuite, tous les deux. Hein. Et moi, au début, je les avais pris pour des étudiants, je leur ai dit, vous êtes étudiants? Et ils me disent, non, du genre, pour qui nous prenez-vous? Pour qui nous prenez-vous? Oui, parce que les étudiants, faire des longues études pour être payés 3 fois rien, c'est très peu pour eux. Donc si vous voulez, vous avez en Suisse ces filières professionnelles qui sont attirantes, qui ont leur vrai prestige. Leur vrai prestige, donc c'est un vrai choix. Et les élèves de l'école obligatoire, s'ils travaillent mal dans la filière pré-gymnasiale, sont mis dans la filière générale. Si l'année d'après ils travaillent mieux, ils peuvent revenir dans la filière. Et même en cours d'année, ils peuvent changer de filière en fonction de leurs résultats. On est en pleine méritocratie. Et de la même façon, vous avez dans plusieurs matières des groupes de niveau 1 et 2. Alors la même chose, si vous êtes au niveau 2, vous travaillez bien, vous passez au niveau 1. Si vous êtes au niveau 1 et que vous travaillez mal, vous passez au niveau 2 pour repasser les bases. Donc vous avez c'est assez émouvant, c'est même de nature à arracher des larmes. Hein. C'est que des bonnes idées d'excellentes gens qui sont occupés de l'éducation en France ont été appliquées avec succès en Suisse. Alors, je vous dis pourquoi avec succès. Parce que la Suisse est tout à fait en tête des pays européens au fameux test PISA et Pearls et compagnie. Or, 80% des élèves, PISA c'est à 15 ans qu'on passe le test. Or, donc tous les élèves de 15 ans sont élèves de cette école obligatoire. Donc 80% sont dans des filières non pré-gymnasiales. Eh bien,
ils obtiennent des résultats supérieurs aux élèves français qui sont dans un collège unique. Bon. Donc si vous voulez, alors que les meilleurs élèves sont mis à part, les meilleurs élèves pour les disciplines académiques sont mis à part pour pouvoir accéder au gymnase, hein, les autres ont entre élèves plus faibles. Mais comme ils sont dans des groupes homogènes, intellectuellement, ils travaillent mieux et ils réussissent. Et ils progressent mieux, bien sûr. Et ils progressent mieux et ils réussissent 10 fois mieux au test de PISA. Donc, alors pour conclure, Monsieur Nemo, comment est-ce que vous expliquez le fait qu'en France on ait cette vision aussi négative de l'apprentissage et des filières professionnelles? Il y a quand même un vrai snobisme. Comment vous expliquez ça alors qu'en Suisse c'est pas du tout comme ça que ça se passe et au final les élèves se débrouillent mieux dans les classements internationaux? Comment vous expliquez cette spécificité culturelle? C'est toujours le fruit vénéneux de la même idéologie de prise de pouvoir par les syndicats qui se sont emparés de l'enseignement technique. Alors que dans les pays voisins, l'enseignement technique et professionnel est fait en partenariat avec les professions. Et avec les entreprises, donc il y a une plus grande proximité entre l'école et comme alors, les entreprises ont été privées si vous voulez, tous les métiers depuis des siècles se reproduisaient par apprentissage. Alors quand les métiers sont devenus plus techniques, il fallait pas seulement l'apprentissage par imitation, mais l'apprentissage, des parties théoriques. Et dans tous les pays comparables, les professions ont organisé des écoles techniques. Mais en France, ça a été empêché par cette prise de pouvoir monopolistique par l'éducation nationale. Et du coup, les enseignements techniques sont devenus assez mauvais, parce que pour qu'ils soient bons, il faut qu'ils soient liés à l'évolution des professions et des techniques qui est constante. Alors que quand vous avez un professeur de quelque chose qui est fonctionnaire à vie, mais il enseigne toujours la même chose. Donc vous avez eu à la fois un effet de désintéressement des entreprises et des milieux professionnels par rapport à ce secteur qui leur était interdit, et vous avez eu une dégradation de l'enseignement technique lui-même. Donc comment est-ce qu'on sort de ça? Il faut demander à d'intelligents hommes politiques de réfléchir à la question. Philippe Nemo, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Vous pouvez retrouver le livre « L'éducation nationale, origine, apogée et déclin d'une idée » aux éditions PUF. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à bientôt. Merci.